Bonjour et bienvenue à notre débat d'aujourd'hui sur le multilinguisme européen que nous avons intitulé Les 24 langues de l'Union, garantes de la démocratie européenne. La Fondation Robert Schuman organise ce débat dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui accorde une place très importante à la promotion du multilinguisme dans ses travaux. Je suis très heureuse de pouvoir accueillir cet après-midi un panel excellent pour aborder les multiples questions autour du multilinguisme. Donc, tout d'abord, je vous présente nos intervenants d'aujourd'hui. Madame Laure Clément-Wilt, vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris-Créteil et vous êtes également co-autrice du rapport commandé par le Parlement européen sur le multilinguisme dans la communication de l'Union européenne. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à notre débat d'aujourd'hui. Merci à vous. Madame Véronique Rosenkrantz, vous êtes directrice de la traduction à la Direction générale de la traduction au Parlement européen. Nous sommes ravis de pouvoir vous compter parmi nous cet après-midi. Bonjour, merci. Et Monsieur François Hublet, vous êtes rédacteur en chef du Bulletin des élections de l'Union européenne et vous avez notamment écrit la tribune dans Le Monde que vous avez intitulée Plutôt que de s'attaquer à une hégémonie anglophone en Europe, la France pourrait défendre le multilinguisme. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous trois. Je voudrais juste, avant de commencer le débat, je voudrais dire à tous ceux qui suivent notre débat que vous pouvez poser des questions dans le chat. Et nous, à la fin du débat, on va essayer de traiter le plus grand nombre de questions possible pour aussi élargir cette discussion au public qui est un peu plus large. Donc, pour commencer, je souhaiterais me tourner vers vous, Madame Clément-Wilt, pour vous demander si vous pouvez tout d'abord nous expliquer les bases juridiques du multilinguisme européen. Merci. Donc, je souhaite vous remercier, Stéphanie Buzmanu, pour votre très aimable invitation à échanger sur ce sujet passionnant du multilinguisme au sein de l'Union européenne. D'emblée, je voudrais dire qu'il existe une forme de paradoxe sur ce sujet parce que justement, le multilinguisme fait l'objet de nombreux rapports, le dernier en date étant le rapport Lequen, de lettres ouvertes, de plaidoyers, y compris en provenance d'institutions comme la Commission européenne. De la même manière, la pratique linguistique change. On note partout la montée en puissance de l'anglais comme langue de communication au sein des institutions et il est discuté assez régulièrement de l'opportunité de garder le français comme langue de travail au sein de la Cour de justice de l'Union européenne. Et ce mouvement permanent concernant les langues et la pratique des langues au sein des institutions de l'Union européenne contraste avec le droit qui le gouverne, qui lui ne change pas ou change très peu. Et donc, on va évoquer ensemble ce cadre juridique concernant l'usage des langues par les institutions européennes en insistant sur trois aspects: sa relative légèreté, la légèreté du cadre juridique, sa stabilité, ensuite, et enfin, les problèmes d'application qu'il pose pour les institutions européennes dans sa politique de communication interne et externe. La légèreté du cadre juridique, tout d'abord. Pourquoi je dis légèreté alors que l'on trouve différentes dispositions à la fois dans le droit primaire, donc les traités, et qu'il existe plusieurs actes de droit dérivés qui se réfèrent au multilinguisme. Donc très rapidement, dans le droit primaire, on peut lire à l'article 3 qui porte sur les objectifs de l'Union européenne que l'Union respecte la richesse de sa diversité linguistique. L'article 55 du traité sur l'Union européenne qui pose l'égale authenticité des textes du traité. Également, les articles 20 et 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacrent le droit des citoyens européens à utiliser une des langues officielles concernant les pétitions, le recours aux médiateurs, la communication directe avec les institutions européennes. Il est également posé le principe de non-discrimination en raison de la langue.
Bon, pour le dire de manière très schématique, concernant le droit primaire, il existe en réalité peu d'obligations qui pèsent en termes de multilinguisme sur les institutions européennes. Simplement, on peut voir celles concernant la communication directe avec les citoyens européens. Les autres obligations se trouvent principalement dans le fameux règlement numéro 158, qu'on en appelle règlement numéro 1, portant fixation du régime linguistique de la communauté économique européenne. Que dit ce règlement? Alors, à l'article 1er, il est prévu que les langues officielles et les langues de travail des institutions de la communauté sont, et ensuite on voit la liste des 24 langues officielles. À mon avis, il ne faut pas surinterpréter cet article 1er puisqu'il ne pose pas d'obligation en matière de multilinguisme. En effet, cet article se contente d'énoncer les 24 langues officielles et d'indiquer que les institutions pourraient potentiellement travailler dans chacune de ces langues. Que disent les autres dispositions? Elles sont assez peu nombreuses, relèvent d'obligations en matière de multilinguisme. Alors, de nouveau, la communication directe entre les citoyens et les institutions, la publication au journal officiel de l'Union européenne et la rédaction des actes juridiques de portée générale. Relève en revanche de la marge d'appréciation des institutions, je cite, les modalités d'application de ce régime linguistique que ces institutions doivent alors préciser dans leur règlement intérieur. L'article 6 est extrêmement important. Cet article 6, concernant donc la marge d'appréciation des institutions, est le véhicule juridique de l'autonomie institutionnelle sur le plan linguistique. On l'appellera l'autonomie linguistique. On le voit, ce cadre juridique est relativement léger, d'autant plus que la Cour de justice de l'Union européenne a développé une jurisprudence assez peu contraignante pour les institutions. Elle est assez peu formaliste. Elle accepte des régimes linguistiques de fait en dehors de toute disposition dans le règlement intérieur. Bien plus, dans son arrêt important KIC contre OHMI, la Cour de justice a affirmé qu'il n'existait pas de principe général de droit communautaire qui donnerait un droit à chaque citoyen de recevoir dans sa langue une version de toute décision qui pourrait affecter ses droits. En réalité, la jurisprudence la plus foisonnante de la Cour de justice et la plus contraignante pour les institutions est la jurisprudence relative au concours et au recrutement d'agents européens. Et c'est via cette jurisprudence que la Cour de justice parvient à rappeler aux institutions qu'elles doivent expliciter davantage leur régime linguistique. On pourra en discuter si vous voulez pendant le débat. Donc, cadre juridique léger, mais cadre juridique immuable, stable, mais du coup vraiment immuable, puisque le règlement numéro 1 donc, date de 1958. Il est lui-même la reprise d'un accord intergouvernemental qui avait été adopté sous l'emprise du traité CECA. Il n'a jamais été modifié ou seulement par les différents traités d'adhésion des différents États membres pour ajouter les différentes langues. Donc, autrement dit, le règlement numéro 1 n'a jamais pris en compte l'évolution institutionnelle de l'Union européenne et notamment la multiplication des agences au sein de l'Union européenne. Le règlement numéro 1 n'a jamais pris en compte l'utilisation massive d'Internet par les institutions, mais également par les États membres à titre, par les membres des institutions à titre individuel, et pas plus qu'il ne prend en compte les attentes fortes des citoyens en la matière qui sont justement fondées sur l'argument démocratique. Cette immuabilité ne poserait pas de problème en soi si le cadre juridique ne posait pas lui-même des problèmes d'application concernant donc les institutions européennes dans leur politique de communication. Et là, il faut distinguer, même si c'est assez difficile de le faire, entre communication interne, donc interne c'est intra-institutionnel et inter-institutionnel, et communication externe, j'entends communication donc ouverte sur l'extérieur. Concernant la communication interne, là, le droit est assez balisé puisque, en fait, comme je vous l'ai dit, cela relève de l'article 6 du règlement numéro 1 et donc de l'autonomie linguistique des institutions, même si cela nous déplaît. D'accord ? Cela veut dire que les institutions peuvent recourir à quelques langues, voire une seule langue de travail, c'est juridiquement possible.
Et d'ailleurs, les institutions comme les agences, à quelques exceptions près, ne précisent pas le régime de la langue de travail, évitant ainsi de s'exposer à des critiques. Quand on parle de la langue de travail de la Commission, en réalité, ce n'est inscrit dans aucun texte, c'est vraiment la pratique qui le pose. En revanche, ce manque de transparence est problématique, d'accord, puisque c'est même source de violation du droit de la fonction publique, comme cela a été jugé par la Cour de justice dernièrement. Et d'une manière générale, il me semble que la Cour de justice devrait être plus formaliste et exiger davantage de précision concernant le régime linguistique des institutions européennes. Concernant, et je terminerai par là, la communication externe, les termes du débat sont différents. Alors, tout d'abord, juridiquement, comme je l'avais dit précédemment, les dispositions du règlement numéro 1 et du traité prévoient un certain nombre d'obligations en matière de multilinguisme, à savoir la rédaction des actes juridiques dans toutes les langues, la publication du journal officiel dans toutes les langues et une communication directe avec les citoyens dans toutes les langues. D'accord ? Et également, le contexte, les termes du débat sont différents puisque la communication externe inclut le recours à Internet. Alors, Internet, certes, permet de mettre à disposition des documents qui, avant, ne circulaient qu'en interne. Donc, en soi, l'usage intensif d'Internet est un progrès pour la transparence. En revanche, cet usage devient plus problématique quand cette communication concerne des lignes directrices, des policy papers, des livres verts ou tout autre document qui indique l'action menée par une institution, puisque là, on est dans une zone qui s'appelle le droit, qui relève, à mon avis, du droit souple. Donc, c'est du droit et cela relève de l'obligation de rédaction multilingue. De la même manière, et je pourrais m'en expliquer pendant les débats, parfois la communication sur Internet est quasiment de la publication, au sens de publication officielle. Et là encore, on tombe dans des obligations de multilinguisme. Et également, parfois, il s'agit de contenus qui intéressent les citoyens européens afin qu'ils puissent ensuite exercer leurs droits ceux-ci qui doivent, être exercés dans toutes les langues, comme l'initiative citoyenne, le droit de pétition ou la saisine du médiateur. Il s'agit donc, pour conclure, à mon sens, de relire le règlement numéro 1 à la lumière du contexte actuel, dans la mesure, justement, où ce contexte n'a rien à voir avec celui de 1958. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Donc, après avoir entendu beaucoup sur le cadre juridique qui existe, je pense que c'est utile de se tourner vers vous, Madame Rosenkrantz, vous qui travaillez au sein du Parlement européen et vous qui connaissez parfaitement la pratique linguistique de cette institution européenne qui est généralement connue en tant qu'institution qui utilise le plus vastement ce multilinguisme. Donc, pourriez-vous nous aider à comprendre comment le Parlement européen travaille avec ces 24 langues officielles de l'Union? Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, comme Stéphanie l'a indiqué, je suis directrice de la traduction au Parlement européen depuis environ 5 ans. Donc, j'ai certaines expériences dans le domaine. Et après cette présentation très claire du cadre juridique, je vais essayer de vous décrire comment nous mettons en œuvre le multilinguisme au quotidien. Donc, assez logiquement, comme il y a 24 langues officielles, nous avons 24 équipes de traduction composées de 25 traducteurs par langue et 8 assistants de traduction qui s'occupent plus de la préparation technique des documents, de la relecture. Donc, on a environ 800 collègues dans nos services linguistiques et également 2 directions chargées du support informatique ou de la gestion des contrats de traduction externe. Donc, en termes d'effectifs, la DG Trad est la plus grande DG du Parlement européen avec environ 1300 collègues. Donc, ça montre concrètement le poids et l'importance du multilinguisme pour nous. Comme vous le savez, tous les députés ont le droit d'avoir leurs documents de travail dans leur langue maternelle.
L'un d'eux pourrait d'ailleurs s'opposer à un vote, demander le report d'un vote en plénière s'il n'a pas été en mesure, si il ou elle n'a pas été en mesure de recevoir les documents dans sa langue en temps utile. Même chose lorsque les députés s'expriment ou assistent à des débats, ils ont le droit de bénéficier de l'interprétation. Donc ça, c'est encore une autre direction générale. Nos collègues interprètent. Donc, voilà, donc nous sommes, notre rôle est donc de permettre aux députés d'exercer leur mandat dans les meilleures conditions sans être empêchés par des contraintes linguistiques, puisque contrairement aux fonctionnaires, les députés n'ont pas besoin de maîtriser plusieurs langues. Donc, on est là pour les aider. Concrètement, donc, nous recevons les textes législatifs de la Commission européenne. Ensuite, ces textes sont distribués aux commissions parlementaires compétentes. Et là, les députés vont proposer des amendements. Beaucoup d'amendements, par centaines par projet. Et chaque député va recevoir tous les amendements sur un projet dans sa langue. Et là, il y a vraiment une égalité pour toutes les langues. Donc, un député maltais, même si peut-être il a écrit seulement 6 amendements, mais il recevra tout le paquet d'amendements en maltais, au même titre qu'un député français ou italien. Ensuite, ces textes sont décidés dans les commissions parlementaires, puis en session plénière, et on se partage la traduction des textes finalisés avec le Conseil, puisque ça permet d'optimiser les ressources. Quelques chiffres. Nous produisons environ 1,2 million de pages par an, voire même 1,5 million les années avant les élections européennes, où beaucoup de textes doivent être finalisés. Donc, c'est un certain volume. Et bien sûr, ce ne sont pas que des textes législatifs, on traduit beaucoup. Donc déjà, tous nos sites, les sites Internet sont dans toutes les langues. On traduit aussi beaucoup de communications pour nos bureaux d'information dans les États membres ou aussi des documents administratifs, des appels d'offres et des communications diverses et variées. Donc, c'est vraiment une réalité concrète et ça permet aux citoyens de voir le travail qui est effectué par les députés qu'ils ont élus. Alors, évidemment, ce n'est pas un multilinguisme intégral, c'est un multilinguisme, je dirais, raisonné et raisonnable. Pourquoi? Parce que le multilinguisme est coûteux. On dit les ressources, ça coûte cher d'avoir du personnel qui est formé, qui a une expertise dans le domaine. Même lorsqu'on externalise, ça a un coût, hein, c'est plusieurs millions par an. Et puis surtout, au-delà de ça, ça ralentit quand même le processus de décision. On sait très bien que les groupes politiques travaillent sur les amendements, sur la version anglaise des amendements pour aller plus vite, puisque nous avons un délai de 10 jours pour traduire les amendements. Donc, dans ce temps-là, on sait qu'il se passe beaucoup de choses, principalement en anglais. Même chose pour des réunions. On peut tout à fait imaginer qu'une réunion en 1 ou 2 langues peut-être plus productive qu'une réunion où il y a de l'interprétation vers 15 langues. Donc ça, c'est quand même quelque chose de bon sens. Pour compenser les coûts et traduire plus vite, on utilise beaucoup la traduction automatique. On n'utilise pas Google Trad, on utilise un outil spécifique que nous avons développé entre institutions européennes. Ça fonctionne très bien dans toutes les langues, mais il faut un œil humain, surtout lorsqu'il s'agit de textes qui vont créer des droits et des obligations pour les citoyens. Et puis, ça ne fonctionne pas bien pour tous les types de textes. Par exemple, les fameux amendements, ce n'est vraiment pas du tout le texte où c'est efficace d'utiliser la traduction automatique. Une autre limite au multilinguisme vient des auteurs eux-mêmes, parce que nous, au Parlement, nous n'imposons à personne de travailler dans une langue, même pas dans la langue maternelle. Et force est de constater que les députés travaillent beaucoup en anglais et s'expriment aussi en plénière en anglais. 2 chiffres seulement. Donc, en 2003, avant l'arrivée des 10 nouveaux États membres, l'anglais représentait
48% de nos originaux et le français 25%. En 2021, l'anglais a représenté 81% des originaux et le français 7%. Donc, c'est le choix des auteurs et ceux qui avaient un espoir qu'avec le Brexit, peut-être, les choses changeraient. Ce n'est pas du tout le cas chez nous et je n'ai pas entendu que ce soit le cas dans d'autres institutions. Et donc, pour terminer, je voudrais juste évoquer deux projets que nous mettons en œuvre, donc pas pour assurer ce multilinguisme intégral qui serait illusoire, mais pour au moins garantir la qualité de nos textes, quelle que soit leur langue. Donc déjà, on a un service de vérification rédactionnelle. Pour parler simplement, ce sont des traducteurs de langue maternelle anglaise qui traduisent du mauvais anglais, traduit par des gens comme moi, par exemple, rédigé par des gens qui ne sont pas des locuteurs natifs. Ils le traduisent en bon anglais. Au moins, il y a cette qualité et qu'on ne part pas sur des erreurs d'interprétation. Et surtout, notre deuxième projet, c'est vraiment notre projet phare. En fait, on développe une nouvelle langue, si je puis dire. C'est le langage clair. C'est un concept qui se développe dans de nombreux pays. C'est-à-dire que un texte en original, quelle que soit sa langue, doit être clair. C'est-à-dire qu'il doit être facilement compris par le public. Et alors, c'est un défi en général. Alors, pour les institutions, c'est encore pire, puisqu'on est bien connu pour avoir notre jargon et être compliqué. Mais ça marche bien, je dirais, pour tout ce qui est communication vers les citoyens. Pour les textes législatifs, c'est beaucoup plus difficile. Étant moi-même juriste de formation, c'est vrai qu'on a cet a priori, langage clair, ça veut dire langage simple, peut-être simpliste. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment, il y a même des normes ISO qui se mettent en place dans ce domaine. Et il suffit de regarder ce qui se passe dans les législations des pays nordiques et scandinaves pour voir que ça peut tout à fait être possible d'avoir des textes en langage clair. Et je dirais que c'est ça qui peut nous rapprocher des citoyens. Et c'est d'ailleurs aussi un point qui a été soulevé lors de la récente conférence sur le futur de l'Europe. Donc, j'espère qu'on pourra aborder ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces propos très instructifs. Je pense que ça nous a donné une bonne idée de comment le Parlement européen travaille avec ces 24 langues. Peut-être que Monsieur Hublet, vous pouvez maintenant continuer et vous avez dans votre tribune dans le monde, vous avez constaté clairement que la France devait défendre le multilinguisme. Pourriez-vous nous donner votre constat du multilinguisme dans l'Union? Pourquoi est-ce qu'il doit être défendu? Et aussi, peut-être qu'on pourrait faire le virage vers la démocratie européenne. Quelle est l'importance du multilinguisme pour la démocratie européenne? Merci, Madame Bouzmaniuk, merci pour l'invitation. Je voudrais vous proposer de prendre un peu de recul historique d'abord, dans un premier temps, sur la question du multilinguisme, parce qu'on a tendance, quand on pense au multilinguisme européen aujourd'hui, à le penser comme un projet en fait très moderne, un projet qui viendrait créer une nouvelle communauté de communication dans un espace national qui est donné comme acquis ou comme en tout cas une base de départ. Bon, en réalité, si on regarde la situation sur le temps plus long, disons sur l'espace des derniers siècles plutôt que des dernières décennies, en fait, c'est le nationalisme à partir du 19e siècle qui impose la forme de monolinguisme qu'on connaît aujourd'hui avec des espaces relativement homogènes, en tout cas dans un certain nombre d'États européens. Et ce nationalisme, à partir du 19e siècle, globalement, est en quelque sorte l'anomalie dans la période de temps très long de l'histoire de l'Europe, dans laquelle on a toujours eu la coexistence de divers standards linguistiques, qui soient des standards très locaux ou des standards, disons, transrégionaux ou quasiment globaux. Bon, c'est évidemment l'histoire très connue en France du rapport Grégoire de la période révolutionnaire qui parlait d'anéantir les patois, hein, avec cette idée que la France était la langue de la liberté, le français était la langue de la liberté, pardon, la langue de la révolution, et que tous les dialectes ou toutes les langues, enfin on les appelle comme on le souhaite, avaient une valeur culturelle et politique inférieure.
Par ailleurs, ensuite, suite à notamment aux interventions napoléoniennes en Europe centrale, tout le discours allemand sur le nationalisme de quelqu'un comme Fichte, par exemple, avec ses discours à la nation allemande, s'est beaucoup organisé autour de la langue et a défini la germanité d'abord comme un caractère ethnique, mais surtout disons, dans le même temps, comme un caractère dont le principal élément, disons, fondateur et rassembleur était la langue maternelle. Voilà, un concept qui apparaît aussi et qui est vraiment beaucoup utilisé à partir de cette époque. Et puis, disons, par rebond de cet effet de l'impérialisme allemand et du nationalisme allemand en Europe centrale, le nationalisme slave, lui aussi, on peut penser à Mickiewicz, par exemple, le poète national polonais, s'est beaucoup développé aussi sur une notion presque religieuse de relation entre le peuple et la langue, qui vient évidemment porter des revendications d'indépendance ou d'autonomie par rapport à l'espace allemand dominant en Europe centrale à cette époque. Et donc, c'est cette logique qui parcourt toute la pensée nationaliste européenne. Elle est encore opérante aujourd'hui, et pour preuve, dans les facettes les plus noires de la culture européenne, les discours poutiniens actuels sur la nature, disons sur la proximité entre l'Ukrainien et le Russe qui permettrait de justifier une invasion, sont en quelque sorte le prolongement de ce genre d'approche d'essentialisation de la langue comme base d'une identité linguistique. Et donc, ce nationalisme linguistique, il s'exprime sur plusieurs dimensions. Il s'exprime évidemment vis-à-vis des langues voisines, c'est-à-dire que les États-nations ont tendance à ne pas vouloir donner trop de place institutionnelle à des langues qui ne sont pas la langue nationale, mais il s'exprime aussi vis-à-vis des langues qu'on dit régionales ou minoritaires, historiques, les langues, je sais pas, le catalan, le corse. En Allemagne, ça peut être le langue sorabe, par exemple. Enfin, il y a énormément d'exemples. Elle s'exprime aussi vis-à-vis des langues d'immigration, évidemment, qui n'ont aucun statut, même dans les chartes des langues minoritaires en Europe. Et puis, elle s'exprime vis-à-vis de l'anglais international, dans un espèce de mouvement dans l'autre sens, pour refuser l'anglais comme langue de communication, au titre que celle-ci n'aurait pas la dignité ou la légitimité des langues nationales. Si maintenant on se pose la question de la valeur du multilinguisme européen dans ce contexte, on s'aperçoit que l'Europe joue vraiment déjà un rôle majeur pour dépasser cet état de fait très compartimenté et qui pose un problème démocratique majeur. Il le fait évidemment parce que le Parlement européen et la Commission sont les institutions au monde avec les plus gros services de traduction et donc réalisent déjà cette mise en réseau très forte des langues européennes. Elle le fait aussi par sa défense des minorités dans certains contextes. Et on peut penser par exemple aux minorités russophones des pays baltes qui ont obtenu des droits civiques qui ont été très longtemps refusés, notamment grâce aux pressions de l'Union européenne au moment de l'adhésion dans les années 2000. Et puis, d'un point de vue peut-être qui parlait plus anecdotique, mais disons, la dimension scientifique est très importante, les corpus du Parlement européen, notamment des libérations multilingues, ont joué un rôle majeur dans le développement de la traduction automatique. Donc ça, c'est quelque chose qui profite à tout le monde et qui est vraiment un élément majeur de l'intervention de l'Europe en faveur du multilinguisme. Maintenant, on peut, donc, dans ce contexte où on peut penser le multilinguisme comme un dépassement du nationalisme plus que comme une espèce de projet complètement nouveau, se pose évidemment la question des moyens et la question des équilibres politiques qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est ce dilemme ou cette difficulté qu'on recouvre le multilinguisme dans l'Union européenne, on peut l'exprimer comme une forme de trilemme, c'est-à-dire on a trois propositions dont on peut avoir deux des trois, mais pas les trois. Pour moi, ces trois propositions, c'est la constitution d'un espace public réellement en commun, d'une part, donc la capacité d'avoir une communication politique transnationale au niveau européen qui fonctionne bien. Secondement, la préservation de la diversité culturelle et une forme de justice linguistique ou du moins d'égalité de traitement. Et troisièmement, la rationalisation des coûts et la réduction de la complexité de gestion. Si vous voulez un espace public commun, mais une préservation de la diversité culturelle, ça coûte extrêmement cher en termes de complexité pour traduire tous les textes. Si vous voulez la préservation de la diversité culturelle et la réduction des coûts, vous allez être obligé de faire des espaces qui vont être complètement compartimentés, donc vous perdez la capacité d'avoir un espace public qui soit vraiment commun parce que vous n'allez pas pouvoir traduire suffisamment. Et si vous voulez la réduction des coûts et la constitution d'un espace public commun, et ben ça va faire de tout à l'anglais, puisqu'il ne faut pas avoir trop de coûts de traduction, mais on veut quand même pouvoir tous se parler. Et donc, on perd le côté de la préservation de la diversité culturelle qu'on voulait au début. Donc, il faut choisir. Et pour le moment, le choix a consisté pour l'Union européenne, à mon sens, à sacrifier un petit peu sur la question de la rationalisation des coûts, qui est quelque chose de tout à fait acceptable. Donc, il y a un énorme développement de capacité de traduction.
mais qui par ailleurs évidemment ne couvre pas tout, puisqu'on a bien évoqué le fait qu'il y avait plein de gens qui avaient une langue maternelle en Europe qui n'était pas une des 24 langues officielles. Donc en fait, on retombe sur la difficulté d'origine, qui est que par exemple, c'est évidemment très visible dans le cas de la Catalogne, une revendication d'utilisation de la langue qui n'est pas du tout couverte par les traités européens. Donc, c'est un peu cette situation aujourd'hui qui prédomine, avec une nécessité certainement d'ouvrir les horizons pour donner plus de liens, et être capable de faire les liens aussi entre à la fois la défense des langues minoritaires d'une part, et de l'autre la nécessité du multilinguisme tel que le conçoit l'Union européenne de manière traditionnelle. Sur le plan des positions politiques, je voudrais en évoquer, disons, deux positions qui sont un peu schématiques. La position française est extrêmement intéressante parce qu'en fait, elle a une ambiguïté assez fondamentale. D'une part, la France s'engage très fortement dans les institutions européennes, et ça, on ne peut pas lui retirer, pour faire vivre une forme de multilinguisme institutionnel en poussant à l'usage du français dans un certain nombre de contextes, et s'engage contre cette forme de total anglais dont on a vu qu'elle n'était pas positive du point de vue de la conservation d'une forme de diversité culturelle. Le problème de cette altitude, c'est que souvent, et on l'a vu avec notamment cette proposition de résolution européenne de l'Assemblée nationale du député Aubert, qui a fait un peu parler d'elle, le problème, c'est que cette attitude, en fait, elle vise à créer un tout au français à la place du tout à l'anglais. En tout cas, souvent, dans la bouche de certains des représentants conservateurs, disons, en France, elle a cette tendance, et cette tendance, elle est encore plus disons, à la fois irréaliste et problématique que le tout à l'anglais, parce que le français est évidemment la langue d'un État aujourd'hui très fort après le Brexit, ce qui n'est plus le cas de l'anglais, donc la neutralité est complètement perdue. Et par ailleurs, c'est totalement irréaliste dans la mesure où il n'est pas du tout pensable aujourd'hui que de son plein gré, la communauté européenne dans son ensemble déciderait de passer au français comme langue de communication. Par ailleurs, la France a toujours refusé de ratifier la charte des langues régionales et minoritaires en Europe. Donc, en fait, cette position, elle est très ambiguë. Il y a une défense du multilinguisme quand c'est dans l'intérêt du français au niveau transnational, mais par contre, il n'y a pas du tout de défense du multilinguisme au niveau infranational. Donc, évidemment, disons, la pertinence de la réflexion s'en ressent un petit peu, et les arguments sont assez difficiles à entendre en dehors de France. Il y a une autre attitude qui est assez typique des pays du nord de l'Europe et en partie de l'Allemagne, qui est une posture beaucoup plus pragmatique vis-à-vis de la langue, qui consiste à dire qu'on n'a pas de difficulté avec une forme d'hégémonie de fait de l'anglais ou précédemment du français au tout début des communautés européennes. En fait, on s'accommode très bien d'utiliser une langue qui n'est pas la nôtre, entre guillemets, mais qui va évidemment de pair avec une revendication de diversité culturelle plus faible, qui pourrait amener, in fine, à simplement rejeter une partie du multilinguisme historique en faveur de quelque chose qui effectivement réduit les coûts, mais qui ne permet pas forcément d'avoir les conditions d'une démocratie qui fonctionne. Donc, simplement, pourquoi ce n'est pas satisfaisant dans la situation actuelle, hein. La majorité de la population européenne n'est pas capable de suivre un débat politique en anglais. Donc, en fait, les eurobaromètres le répètent un après l'autre, même si la connaissance de l'anglais progresse en Europe, la capacité de communication réelle est relativement faible, et la bulle dans laquelle on se trouve dans les milieux européens ne doit pas nous tromper, c'est-à-dire que la majorité des citoyens européens sont réellement incapables de suivre un débat politique dans une autre langue que soit la langue nationale de leur État, soit leur langue maternelle, si celle-ci est différente de la précédente. Donc, pour en venir à une conclusion, la nécessité qui apparaît dans ce contexte, c'est celle de mettre le multilinguisme et la traduction beaucoup plus au cœur de la présentation, disons, conceptuelle de ce qu'est le projet européen, qui, à mon avis, est quelque chose qui mériterait d'être élevé au même niveau que les ambitions géopolitiques ou de souveraineté ou d'autonomie dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut pouvoir présenter le multilinguisme comme quelque chose de positif qui vient, disons, réduire les désagréments du nationalisme qu'on a connu historiquement, il faut absolument en faire quelque chose de central dans le discours, disons, public, dans le discours de promotion et de mise en valeur de l'action européenne. Une piste pour y parvenir serait de travailler sur les compétences que pourrait prendre l'Union européenne de manière partagée avec les États dans le domaine éducatif, avec un réel programme pan-européen d'apprentissage des langues qui viendrait influer sur les programmes nationaux ou régionaux en fonction des pays, d'apprentissage des langues européennes officielles ou non officielles. Cela couvre évidemment aussi potentiellement les langues minoritaires et peut-être une partie des langues de l'immigration, en tout cas avec une notion de service public européen des langues qui pourrait réellement s'étendre au-delà de la seule question de la traduction et permettre une vraie intégration européenne dans ce domaine. Et pour terminer sur une thèse peut-être qui pourrait lancer le débat ensuite, historiquement, bien sûr, dans la construction des nationalismes européens, l'enseignement de l'histoire a eu la priorité, hein. L'histoire nationale était vraiment l'outil de construction de l'identité
idéologie, etc. L'enseignement des langues pourrait être, disons, le contrepoint européen de cette pratique, avec pour objectif, cette fois-ci, non pas l'ancrage complet et irrévocable dans un espace culturel unique, mais une démarche d'ouverture vers une diversité culturelle qui, certes, prend en compte la langue maternelle, la langue de la région, etc., mais qui fait cohabiter différentes échelles et différentes relations au monde, à la fois aux pays voisins, à la globalité de l'Europe, au monde, et puis aux unités régionales et locales. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on a soulevé beaucoup de points là et on peut discuter de plein d'aspects du multilinguisme. Peut-être tout d'abord, je voudrais revenir sur les logiciels de traduction automatique parce qu'ils sont de plus en plus utilisés. Et je voudrais savoir de chacun d'entre vous quels sont les avantages et les limites de ce genre de logiciel. Aussi au plan juridique, est-ce qu'il y a peut-être des soucis qu'on doit prendre en compte quand on parle de traduction automatique? Est-ce que c'est vraiment une solution miracle que quelques personnes le présentent comme ça? Donc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vous pouvez commencer comme vous voulez. Madame Rosenkrantz, peut-être que vous voulez dire quelque chose? Oui, comme je l'ai indiqué, nous l'utilisons beaucoup et ça fonctionne bien. Hein. C'est maintenant le système neuronal, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Mais justement, par rapport aux anciens outils qu'on avait, on savait déjà où allaient se trouver les erreurs. Là, c'est très subtil, c'est très insidieux. Il peut vraiment y avoir un contresens dans une phrase qui a l'air tout à fait correcte. Donc, c'est bien pour avoir une idée d'un texte. Par exemple, pour les pétitions, on reçoit une pétition en polonais. Admettons que dans le service qui se charge de ça, il n'y a pas un locuteur polonais. Il peut déjà avoir quand même, la personne peut avoir une idée de quoi il s'agit. Et ensuite, c'est toujours important d'affiner et notamment dès que ce sont des textes juridiques. Et je sais, puisqu'on est juste à côté de la Cour de justice, qu'on a une approche un peu plus restrictive sur la traduction automatisée. Ils l'utilisent, mais vraiment, ça doit être un juriste linguiste ensuite qui revoit le texte. Donc, je crois que malheureusement, c'est un peu vu comme la solution miracle pour que ça aille vite et que ça ne coûte pas cher. Je sais qu'un jour, j'ai assisté à une formation, on m'a dit, voilà, qui accepterait de se faire opérer suite à un certificat médical émanant d'un médecin d'un pays X qui a été traduit par une machine? Non, vous voulez quand même être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur de traduction pour votre médecin à vous. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est un outil, c'est clair, mais ce n'est pas la solution miracle pour tout. Et puis, on dit aussi, puisque j'aime bien cette idée que c'est important d'apprendre des langues, ça c'est vraiment important aussi pour s'ouvrir à d'autres cultures. Et il y a un peu l'idée que si on peut tout faire traduire automatiquement, à quoi ça sert finalement d'apprendre d'autres langues, peut-être que l'anglais, avec des limites, mais très efficaces. Oui, peut-être quelques précisions parce que vous aviez justement mentionné la Cour de justice. La Cour de justice a beaucoup développé les logiciels de traduction et ils recourent beaucoup à ces logiciels, mais effectivement, le métier de juriste linguiste est extrêmement important à la Cour de justice, donc il y a toujours un regard humain sur toutes les traductions. Cela n'a pas empêché d'investir énormément dans la traduction automatique. Mais c'est vraiment, les deux vont ensemble. C'est-à-dire on pousse l'automatisation et on valorise énormément l'intervention humaine. Concernant les sites Internet, je vous avais expliqué en fait que certains contenus étaient problématiques quand ils n'étaient que diffusés en anglais sur les sites internet des institutions européennes, notamment quand on est sur des contenus qui sont quasiment du droit, voire du droit, et qu'en fait ils apparaissent qu'en anglais. Donc là, on est clairement sur une violation de certaines obligations en matière de multilinguisme. En revanche, certains autres contenus
qui sortent justement de ce champ, de cette zone grise et qui nous semblent plutôt des informations d'ordre général et qui ne viennent pas toucher aux droits des citoyens. Ou dans ce cas-là, une des possibilités, ce serait justement de valoriser la traduction automatique, de dire qu'en fait, pour certains types de textes, il faut absolument une traduction dans les 24 langues, mais qui soit pas seulement automatisée. Mais pour le reste des contenus, peut-être que les institutions européennes pourraient assez facilement proposer leur contenu dans toutes les langues, en indiquant bien sûr qu'il s'agit d'une traduction automatique. Mais il faudrait à ce moment-là cibler les contenus. Voilà. D'accord, peut-être merci. pour rebondir Oui. sur la réflexion de Oui, s'il Madame vous plaît. Rosenkrantz sur l'apprentissage linguistique, je pense qu'il faut vraiment différencier deux types disons, de valorisation du multilinguisme dont on a parlé. Il y a une phase, disons, une dimension du multilinguisme qui est d'ordre pratique, pragmatique. Enfin, il s'agit de permettre à chacun d'avoir accès au contenu qu'il a le droit de consulter dans une langue qu'il maîtrise. Et pour cela, il n'y a pas a priori de limite à l'utilisation de la traduction automatique, sinon celle disons de la qualité des traductions elles-mêmes. Donc, il s'agit d'utiliser de la traduction assistée plutôt que de la traduction complètement automatique tant que la qualité des systèmes n'est pas suffisante pour garantir une traduction sans faille. Par ailleurs, il y a des situations dans lesquelles la traduction automatique ne résout aucun problème et même à la limite peut effectivement conduire à une réduction de la diversité culturelle. C'est disons, dans les rapports interhumains directs. C'est-à-dire qu'il ne semble pas raisonnable à 30 ans de distance ou même à 50 ans de distance de penser qu'on pourrait devenir voilà, une Europe plus unie ou avec des communications transnationales plus faciles simplement en utilisant la traduction. L'exercice d'apprentissage linguistique, en fait, il est intéressant non seulement pour ce qu'il produit, c'est-à-dire une connaissance d'une langue qui permet de l'utiliser, mais aussi pour l'effort qu'il demande en soi d'admettre l'existence d'autres idiomes, d'admettre la difficulté, parfois l'incapacité de compréhension, et puis d'aller faire un pas vers un exercice intellectuel et culturel qui est vraiment, vraiment très central. Donc, le multilinguisme est un objectif non seulement, je dirais, au plan pragmatique pour permettre la réalisation d'un certain nombre de droits qui, sans multilinguisme, sont complètement inopérants, mais c'est aussi un objectif d'ordre éthique qui, là, est complètement déconnecté de la technologie. C'est-à-dire qu'il s'agit simplement d'être capable de concevoir l'existence d'autres idiomes et de les apprendre. Donc, là, le traduction automatique peut être un outil pour apprendre des langues, mais ce n'est pas sa première valeur dans la pratique des individus. Je peux ajouter quelque chose? Vous voulez passer à une autre s'il vous plaît. Oui, parce que c'est très intéressant et à mon avis, ça me fait penser un peu, par exemple, aux Anglais qui vont me dire on n'a pas besoin d'apprendre d'autres langues parce que finalement, tout le monde parle notre langue. Mais en réalité, il va y avoir les Anglais qui veulent quand même apprendre d'autres langues, mais justement parce que c'est une éthique personnelle. Et du coup, je trouve que vos deux interventions, Véronique et François, se complètent très, très bien. C'est qu'en fait, il s'agit d'une éthique personnelle qui traduit une volonté de se tourner vers l'autre. Et ça, c'est indépendant finalement soit de l'automatisation des traductions ou du fait que la langue que l'on pratique soi-même est la langue universelle. Je pense que ce sont vraiment deux choses qui vont ensemble, en fait. On peut avoir un système de traduction extrêmement développé, ça n'empêchera pas finalement la volonté d'apprendre d'autres langues pour se présenter à l'autre en connaissant la langue de l'autre et donc et finalement développer des rapports différents. Voilà. Est-ce que je peux réagir à cette intervention? Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais partager deux réflexions très rapides là-dessus. La première n'est pas de moi, elle est de Philippe Van Parijs, qui est un philosophe belge, je crois, flamand, qui a beaucoup réfléchi sur ces questions de justice linguistique, etc., et pour lequel, en réalité, les anglophones étaient finalement désavantagés dans un système où tout le monde apprenait l'anglais, parce que les anglophones restaient monolingues, alors que le reste de la population avait une compétence double ou triple. Donc, en réalité, dans un système avec une langue dominante, pourtant que cette langue n'impose pas, disons, un impérialisme ou une inégalité trop forte sur le système, les personnes qui parlent une langue minorisée ont un avantage culturel ou même un avantage communicationnel en réalité dans leur capacité de maîtriser plusieurs registres. Donc ça, c'est le premier point, et ce qui fait que le multilinguisme est toujours une solution, même dans un monde qui serait rendu complètement anglophone pour les communications internationales. Et puis, par ailleurs, bien sûr, le multilinguisme ajoute une dimension supplémentaire à d'autres activités. Je pense que le juriste linguiste n'a pas la même vision du monde qu'un juriste court. Et il vit dans un environnement, il a une pratique professionnelle, une pratique culturelle, une ouverture au monde qui fait qu'il réagit différemment. Et je pense qu'il réagit différemment certainement aussi sur des aspects de droit. Parce que
parce que cette attitude de rapport à la traduction, de rapport à des modes de pensée, d'expression différents, a toujours un effet sur la pensée dans un domaine complètement différent a priori. Bon, par ailleurs, les juristes sont certainement toujours des linguistes dans le sens où ils travaillent avec la langue. Et donc, ne serait-ce que traduire une pensée d'ordre, disons, général en une pensée d'ordre juridique, c'est déjà travailler dans deux régimes linguistiques différents. Donc, c'est difficile de considérer la maîtrise du droit sans considérer la maîtrise de la langue en même temps. Merci. Cette discussion me permet de poser une autre question parce que j'entends dans tout ça ce que vous dites aussi un peu, c'est aussi un peu une question d'identité. Une langue, ça fait partie de son identité et apprendre une autre langue, ça permet de comprendre une autre identité et de développer peut-être son identité. Et ça me fait penser à cette construction d'identité européenne. Et je voudrais savoir quelle place est-ce que le multilinguisme a dans ces discussions autour de l'identité européenne, aussi parce que la promotion du multilinguisme de la PFUE, de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, se situe dans le volet de l'appartenance. Il y a ce triptyque relance, puissance et appartenance de la présidence française. Et quand on parle de l'appartenance, le multilinguisme est important là-dedans. Est-ce que vous pouvez réagir à cela? Peut-être Madame Clément Wiltz, vous voulez commencer? J'attendais un peu la réaction de M. Hublet, en fait, de François, parce qu'il en a un peu parlé dans sa présentation, Oui. justement, sur Oui. Et donc, il le dira mieux que moi, c'est-à-dire que finalement, l'Union européenne ne fait que revenir avec la logique de l'histoire, sachant que, si j'ai bien compris sa présentation qui était très intéressante, sachant que finalement, le nationalisme et l'affectation d'une langue à ce nationalisme est en fait une forme d'erreur de l'histoire. Enfin, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui va à contre-courant d'une tendance assez générale. Et je trouve ça très intéressant de dire qu'en fait, l'Union européenne se réconcilie finalement avec quelque chose de beaucoup plus logique d'un point de vue historique. On peut faire un parallèle, c'est un petit peu, c'est-à-dire que vous savez qu'en droit, mais aussi en sciences politiques, on réfléchit beaucoup sur la nature de l'Union européenne. Est-ce que c'est un État fédéral? Est-ce que c'est une organisation internationale? On finit par dire que c'est quelque chose d'hybride. Et il y a sûrement une réflexion à mener justement sur la corrélation entre l'identité de l'Union européenne et la place qu'elle accorde aux langues, de la même manière qu'on va faire une corrélation entre États unitaires comme moyen de qualifier la France et le fait qu'on valorise qu'une seule langue. Je ne réponds pas précisément à votre question, je suis désolée, mais en tout cas, il y a clairement quelque chose. Votre question en soi est en fait un sujet d'étude, c'est-à-dire de dire qu'en fait, le multilinguisme est le révélateur, si vous voulez, de la difficulté à qualifier de manière précise l'identité de l'Union européenne et de la qualifier soit comme organisation internationale classique, soit comme État. Vous voyez, il y a une espèce d'entre-deux que révèle la place accordée au multilinguisme. On pourrait peut-être même aller encore plus loin de ça, c'est-à-dire que l'identité, alors c'est un terme souvent assez difficile à définir. Hein. Quand on parle d'identité, il faut faire attention parce que c'est souvent un terme qui est utilisé de manière très polysémique en fonction des contextes. Il y a une définition que j'aime bien de Michael Billig, un sociologue américain, qui dit que l'identité, c'est un ensemble de discours sur soi-même et la communauté dont on fait partie. Donc en fait, l'identité, c'est toujours un ensemble de discours et pas un fait social. C'est un ensemble de représentations qui évoluent forcément avec le temps. Et ce qu'on voit dans le cas du nationalisme, c'est qu'il y a une association très forte entre communauté politique et communauté linguistique. En tout cas, pas forcément dans le nationalisme par essence, mais dans le nationalisme traditionnel européen, si je puis dire, entre la France, l'Allemagne, les pays germanophones, l'Italie, etc. Il y a une forte représentation ou surreprésentation du critère linguistique dans la définition de l'identité, qui est différente, par exemple, en partie de ce qui s'est passé aux États-Unis à l'origine, où pendant très longtemps, on pouvait être naturalisé américain sans être anglophone. Alors, ça a changé aujourd'hui, mais c'est une caractéristique assez forte de l'espace européen et de son nationalisme. Par conséquent, si on pense à un projet d'une Europe qui dépasse ces clivages, on peut aussi imaginer que l'Europe, justement, s'efforce de dissocier l'identité politique de l'identité linguistique. C'est-à-dire qu'on peut aussi penser une Europe qui, en fait, ne prescrit pas d'identité linguistique,
qui est dans une action, si je puis dire, d'accompagnement, d'accompagnement du libre choix à la fois des individus et puis des groupes au sein desquels ils s'inscrivent. Et l'Union européenne peut ne pas prescrire en fait d'identité linguistique et se contenter d'être l'entité qui précisément nie la nécessité de cette prescription et laisse une liberté, permet de retrouver une liberté de positionnement linguistique aux individus en ne nécessitant pas, et en faisant cela, en fait, on porte déjà un discours constructif, hein, en ne requérant pas une inscription linguistique dans un cadre fermé et complètement statique. Le contraire du nationalisme linguistique, c'est le libre choix de la langue et une certaine forme de fluidité entre les appartenances qui permet de passer d'un idiome à l'autre, qui permet de passer d'un registre à l'autre en fonction des circonstances ou en fonction des contextes géographiques. Sinon, on retombe dans une forme de nationalisme européen, en fait. C'est ça que l'alternative. Avec vous, parce qu'il y a bien une prescription dans la mesure où il y a un certain nombre de dispositions et dans le traité, et dans des actes de droit dérivés concernant justement les régimes linguistiques, et avec justement le choix d'une seule langue par État, ce qui pose des problèmes pour les langues régionales. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de prescription en la matière. Ou alors, j'ai mal compris votre... Pardon, oui, j'ai peut-être pas été très clair. La situation actuelle fait exactement ce que vous dites. Moi, j'essayais plutôt de me projeter dans un projet, si vous voulez, dans un projet de long terme. Si on veut penser à un dépassement de la situation actuelle, il est probablement préférable de diminuer le niveau de prescription, justement. En intégrant d'autres langues dans le système ou simplement en laissant une marge de manœuvre plus grande dans certains contextes. C'était plutôt à ce titre-là que je voulais intervenir, dans le sens où l'idéologie européenne, si je puis dire, enfin en tout cas le fondement du projet européen, en fait parle de maintien linguiste, ne parle pas d'une langue en particulier. Et à ce titre, effectivement, il existe un biais dans les prescriptions en faveur, qui est un biais compréhensible en faveur des langues officielles des États. Elle parle bien de 24 langues, enfin, elles sont citées, ce n'est pas multilinguisme le terme. Moi, je parle de multilinguisme, mais pour résumer la liste des 24 langues. Le terme multilinguisme, il n'apparaît nulle part. Jamais, en fait. On a toujours, les langues s'ajoutent au fur et à mesure des différentes adhésions. Il y a une discussion pour le catalan. L'Espagne a essayé de placer le catalan. Elle n'a pas réussi, mais il y a eu d'autres accords qui ont quand même été signés qui permettent aux Catalans en fait, de s'adresser aux institutions européennes en catalan, mais c'est des accords d'une autre nature. Donc, le multilinguisme, alors, il faudrait quand même vérifier exactement, mais si, mais la plupart du temps, c'est quand même, si vous l'avez dans les objectifs de l'Union européenne, la promotion du diversité linguistique, d'accord ? Ça, c'est à l'article 3. Après, il y a le principe de non-discrimination en fonction de la langue, sans spécificité. Mais après, sur l'égale authenticité, il y a la liste. Après, sur la communication, vous avez dans les langues officielles et le règlement ne vise que les 24 langues. Vous voyez ? Oui. Donc, tout ce qui est prescrit, c'est quand même il y a une liste quand même assez précise. Oui, peut-être que c'est simplement qu'on parle de deux niveaux différents. En fait, l'impression que la discussion me donne, c'est qu'en fait, sur le plan prescriptif, certainement aussi pour des raisons pragmatiques, la liste est fermée et réduite à ces 24 langues dont on parle. Donc, effectivement, dans le droit, il n'y a pas une valorisation. Ce n'est pas effectivement pas le multilinguiste en soi qui est valorisé, mais bien cette liste de langues spécifiques. Mais par contre, dans les objectifs, si vous voulez, dans la base idéologique, où je n'ai pas forcément ce terme, mais souvent très négativement connoté, mais disons dans la base doctrinale ou la pensée européenne, etc., je ne pense pas que le mouvement d'intégration européenne dans son ensemble soit limité, vous voulez, aux 24 langues telles qu'elles sont conçues. Je pense que la pensée qui est derrière, si on veut la penser en dépassement du nationalisme, est nécessairement une pensée du multilinguisme qui ne s'attarde pas sur certaines langues particulières. C'est-à-dire que vous n'avez pas une doctrine européenne qui dirait l'Europe est l'ensemble des personnes qui parlent une de ces 24 langues. À ce titre-là, je pense qu'il y a effectivement la possibilité d'un dépassement, mais c'est tout à fait exact que la situation de droit est bien différente. C'est certainement ces deux domaines qu'il faut différencier, c'est-à-dire que pour des raisons pragmatique et pas que, il y a une liste fermée, mais par ailleurs, la pensée qui est sous-jacente n'est pas une pensée prescriptive dans une langue particulière a priori. Je ne sais pas si ça clarifie la position. Mais... Oui, merci Madame Rosenkrantz. Est-ce que vous voulez réagir aussi à ce lien entre identité européenne et multilinguisme ? Je peux ajouter, pour moi, c'est vraiment le fait de parler une langue qui n'est pas sa langue maternelle au quotidien n'empêche en rien d'avoir son identité. Enfin, là, je le dis vraiment de façon très concrète, prosaïque.
Et il y avait une question intéressante dans le chat sur quelle est finalement la culture derrière l'anglais qu'on utilise dans l'Union européenne. C'est une très bonne question. On se pose la question, parce que pour l'instant, on a encore beaucoup de collègues de nationalité britannique qui sont avec nous, et heureusement des traducteurs. On exige que ce soit la langue maternelle. Mais effectivement, l'anglais qu'on parle est finalement un anglais un peu spécifique. Et je crois que c'est vraiment finalement la traduction de ce qu'essaye de faire l'Union européenne. On essaye de, c'est difficile, mais d'aboutir à quelque chose en respectant finalement les cultures de chacun. Je suis toujours étonnée parce qu'en France, ça choque personne que le Premier ministre néerlandais parle en anglais. Chez nous, quand on a la chance d'avoir peut-être un ministre ou un président qui peut s'exprimer en anglais, certains vont dire ah, il ne parle même pas français, il ne défend pas la langue française. Mais encore une fois, comme on l'a dit plusieurs fois, ça n'empêche pas du tout d'avoir son identité, de défendre les droits et ses intérêts, mais de s'exprimer dans une autre langue. Pour moi, c'est ça. L'identité européenne, elle est ouverte aux autres. C'est ce que je revois tous les jours. Moi, j'ai des collègues, mes collègues directs sont roumains, slovaques, bulgares. Forcément, il faut qu'on trouve une langue commune pour s'exprimer. Mais on garde chacun notre identité de façon très forte. Oui, merci beaucoup. J'ai vu une phrase très intéressante dans le chat qui répond un tout petit peu à cette discussion-là aussi. C'était, il y a deux types d'Européens, ceux qui parlent anglais et les autres. Et je trouve ça très intéressant parce que ça pose quand même plein de problèmes au plan de citoyenneté européenne, au plan de la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là et comment est-ce que vous l'interprétez? Quel genre de soucis est-ce qu'ils viennent avec ça? Oui, Madame Clément, oui. Un élément de réponse sur la citoyenneté européenne en général, parce que ça, c'est vraiment une réflexion qu'on va avoir sur les dispositions relatives aux droits accordés aux citoyens, et on arrive assez vite au constat qu'en fait, ce sont des droits dont bénéficient un certain type d'individus au sein de l'Union européenne. Le droit de vote aux élections locales, ça veut dire que par définition, c'est un individu qui a voyagé. Donc, pareil pour ce qui est de la liberté de circulation, le droit de séjour, peut-être même le droit de pétition, ça veut dire que ce sont quand même des citoyens relativement informés. Donc, de toute façon, il y a quand même cette idée que la citoyenneté européenne est une citoyenneté un peu superstar ou d'élite par rapport aux citoyennetés nationales. Alors, je ne réponds pas directement à cette question-là, mais elle renvoie en fait à une problématique plus large concernant la citoyenneté européenne. Oui, d'accord, c'est un point intéressant. Et je peux un peu nuancer quand même ce que vous avez cité. C'est justement l'enjeu de l'Union européenne. Tous les textes importants sont disponibles dans la langue maternelle. Donc, je ne pense pas que ça se divise entre les Européens qui parlent anglais et ceux qui ne parlent pas, puisque, comme pour reprendre mon exemple maltais, on peut tout à fait introduire un recours devant la Cour de justice en maltais si on veut. Donc, je vois pas, vois pas vraiment cette division entre ceux qui vont parler anglais et ceux qui ne maîtrisent pas au niveau des droits qu'ils ont au sein de l'Union européenne. Après, c'est plus pour le suivi des débats, pour pouvoir lire des choses qui ne sont pas forcément traduites, mais l'essentiel, vraiment, notre site Internet et pour toutes les institutions, c'est pareil, il y a toujours une version dans chaque langue. Peut-être pas parfaite, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce constat qu'il y aurait deux types d'Européens. En tout cas, au niveau du droit, non. Et ça, c'est marquant.
Monsieur Hublet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ça? Oui, je suis d'accord sur le constat. Je pense d'un point de vue institutionnel, les problèmes sont certainement essentiellement réglés. Alors, avec cette petite difficulté quand même des personnes qui parlent une langue maternelle qui n'est pas une des 24 langues. Bon, alors, évidemment, c'est une proportion de la population européenne qui est relativement réduite, heureusement, mais ce problème existe. Donc, enfin, je pense que c'est bien de l'avoir à l'esprit quand on traite ce souci-là. Là où, à mon avis, la difficulté est plus sérieuse, c'est du point de vue de l'espace public. Cet espace public, en tout cas les médias qu'on connaît qui traitent des questions européennes, dont le nombre est déjà pas très important, ont tendance, avec quelques exceptions notables du type Euractiv et compagnie, à travailler quand même surtout en anglais. Hein. Si vous lisez Politico Europe, il n'y a pas de version allemande, de version française, de version polonaise ou que sais-je. Donc, je pense que la difficulté, elle existe dans l'espace public quand même de manière significative. Bon, après, est-ce qu'un espace public commun européen a besoin d'avoir une seule langue et d'exister avec une langue commune pour tout le monde? Ce n'est pas forcément le cas. Hein. Je veux dire, par exemple, en Suisse, il n'y a pas de communauté les médias sont tous différents dans les différentes zones linguistiques et pourtant le pays fonctionne d'un point de vue politique. Donc la question est plus subtile, mais là où il y a un problème potentiel entre ces catégories d'Européens, ceux qui parleraient anglais et les autres, c'est plutôt pour participer, disons, à l'opinion publique, hein, le processus de création d'une opinion publique européenne, lui, est quand même un petit peu entravé pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais ou, à défaut, le français ou l'allemand, je dirais, qui conservent quand même une certaine transversalité, même si cette transversalité est moindre. Par ailleurs, peut-être 3 groupes plutôt que 2. Il y a effectivement un groupe d'Européens très européens qui sont visibles et actifs. C'est les gens qui sont, disons, avec des niveaux d'études et de mobilité très fortes. On oublie un peu facilement certains Européens qui ont un certain niveau de mobilité très fort, mais un niveau d'études plus faible, qui sont les personnes qui sont des migrants intra-européens, souvent sur des postes relativement à un niveau de compétences scolaires relativement faible. Enfin, il y a un mouvement d'est en ouest et de sud au nord en Europe qui est très fort. Ce sont des gens qui sont en fait très intégrés, vraiment des moteurs de l'intégration européenne, qui sont très très peu visibles et actifs politiquement, malheureusement, pour plein de raisons, parce que le système de partis et de syndicats n'est pas vraiment construit pour leur donner une place importante, parce qu'ils ont des droits qui sont forcément limités, parce que leur connaissance des langues, pas de l'anglais dans ce cas-là, mais plutôt des langues locales, n'est pas forcément suffisante pour s'intégrer directement dans le processus. Donc ces 3 catégories d'Européens, effectivement, de fait, ont des visions et des capacités de percevoir l'Europe assez différentes. Malgré tout, on peut difficilement se plaindre, disons, de la qualité du travail des institutions dans ce domaine, dans la mesure où là, on parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'espace public et pas vraiment du travail légal ou institutionnel pur. Juste une petite précision, effectivement, le maltais, c'est un très bon exemple parce qu'en fait, l'Union européenne permet paradoxalement de protéger le maltais, qui, au sein de Malte, est en fait une langue qui est assez fragilisée parce que de toute façon, même dans l'organisation scolaire, l'anglais est ultra dominant, en fait, si j'ai bien compris. Hein, je ne connais pas très bien le système maltais, mais j'ai cru comprendre qu'en fait, paradoxalement, l'Union européenne venait finalement protéger même certaines langues. Je voulais ajouter, concernant les droits, alors c'est d'où ma réflexion sur le droit souple, etc. Et vous l'avez d'ailleurs bien évoqué, parce qu'on ne peut pas simplement dire, bon, les citoyens ont bien accès aux droits européens dans leur langue, donc l'essentiel est là, parce que justement, l'essentiel est beaucoup plus large, je pense, que ce qu'on peut bien croire. Et il y a quand même toute une zone que j'appellerais la zone grise d'informations qui sont en fait essentielles, mais qui ne sont pas considérées comme du droit dur ou qui échappent en fait aux catégories, mais qui en réalité sont tellement proches des catégories principales qu'elles devraient tomber dans les obligations en matière de multilinguisme. Ça, j'en suis convaincue. Donc, il faudrait faire quand même un effort supplémentaire pour prendre en compte l'évolution des modes de formation du droit, qui ne sont pas que des prescriptions normatives très claires. Il y a aussi tout ce qu'on appelle la soft law, hein, et qui viennent affecter les droits et les obligations. Merci. Une question que je voudrais prendre du chat, parce qu'elle revient quand même très souvent, c'est la question autour de Espéranto. Cette langue qui a été créée par les humains,
tout à fait pour répondre à tous ces défis, s'il n'y a pas de langue commune, pour pouvoir avoir une langue qui est culturellement neutre pour pouvoir communiquer. Je voudrais connaître votre avis sur l'espéranto parce que je vois que dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui s'intéressent beaucoup à cette langue et à sa place potentielle dans l'Union européenne. Monsieur Hublet, oui. Alors, c'est une très bonne question. Je voulais justement essayer d'en parler à un moment donné parce que ça revenait effectivement très souvent dans le chat. C'est vraiment une question extrêmement intéressante parce qu'en fait, on sait depuis longtemps que d'un point de vue de l'évaluation scientifique, enfin, c'est le rapport de François Grain qui est relativement connu, il y aurait de manière assez nette une supériorité en termes de rapport entre coûts et bénéfices de ce genre. Alors, ça pourrait être l'espéranto ou une autre construite du même type, mais disons, il y a a priori effectivement une supériorité factuelle, disons, rationnelle dans certains cas de l'adoption d'une langue de ce type. Ce qui est plus compliqué, moi je ne suis pas là pour faire des prescriptions, donc juste ce qui est plus compliqué du point de vue des rapports institutionnels et politiques, c'est qu'en fait la revendication linguistique, ou disons les droits linguistiques tels qu'ils ont été conçus dans le cadre de l'Union européenne jusque-là, ça a été pensé dans un mode qui était quand même très intergouvernemental, et dans la mesure où l'espéranto n'est porté par aucun État de manière ouverte dans l'Union européenne comme étant une solution disons, majeure qui voudrait voir advenir peut-être même en remplacement de leur propre langue nationale, évidemment, cette dynamique, elle ne peut pas s'enclencher d'un point de vue institutionnel. Je pense que dans ce cadre-là, l'espéranto en fait, se retrouve un peu dans la même catégorie malheureuse que les langues minoritaires qui font l'objet d'un militantisme important, mais qui ne trouvent pas d'entrée dans les pratiques officielles de l'UE, simplement parce qu'en fait, elles ne sont pas compatibles avec le cadre intergouvernemental qui était adopté jusque-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est une chose positive, hein. Il y a évidemment une question de liberté de langue qui est certainement supérieure au droit des États à imposer leur propre idiome, mais je pense que l'explication du décalage apparent entre l'implication des militants espérantistes dans ces questions linguistiques et le résultat qui est que l'espéranto n'est vraiment pas du tout, même pas expérimenté en situation réelle, a vraiment un rapport très fort avec ça. Et bon, par ailleurs, le problème, c'est, je pense, un point commun avec d'autres langues qui sont pratiquées en Europe, c'est qu'on a une communauté linguistique, il n'y a pas d'État, en fait, il n'y a pas de position régionale très, très notable. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais les langues romanies, les langues des minorités roms, en fait, c'est typiquement des langues qui ne sont pas parlées sur un territoire donné. Il y a évidemment des villages de majorité, etc., en Europe de l'Est, mais des villes, parfois avec une minorité ou une majorité même, mais il n'y a pas d'implantation territoriale très forte. Et c'est vrai qu'il y a un impensé des langues qui sont comme ça, avec une position, disons, transnationale ou transrégionale, qui n'ont vraiment pas leur place dans le système actuel. À mon avis, ça fait partie des choses qu'il faut essayer de penser dans une intégration plus forte du multilinguisme au-delà de la liste des 24 dont on parlait tout à l'heure. Merci. Madame Rosenkrantz, vous voudrez réagir? Oui, j'ai vu que ça revenait souvent à l'espéranto. Là, je partage vraiment aussi tout à fait l'avis de Monsieur Hublet. Voilà. Hors d'un État, c'est un peu compliqué pour nous de le mettre en œuvre. Ça fait partie des langues qu'on ne peut pas du tout. Je voyais qu'il y avait aussi beaucoup de remarques sur le catalan. Même chose. Donc, c'est pas reconnu à l'unanimité pour ce règlement. On peut rien faire. Mais derrière l'espéranto, je ne suis pas du tout spécialiste de l'espéranto, mais pour moi, ça revient aussi à cette idée de culture qui est derrière, qui doit être derrière une langue. Et donc, je vois quand même une difficulté à intégrer l'espéranto. Je ne suis pas spécialiste. Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à part de dire que juridiquement, il n'y a rien qui s'y oppose. Hein. Donc, en fait, si on veut que l'espéranto fasse partie des langues officielles, langues de travail, alors, ça peut être inscrit dans les textes, mais ça peut être aussi, si ça devient une langue de travail, on n'a même pas besoin des textes, parce que comme je vous ai expliqué, en fait, les pratiques internes sont assez libres.
Donc, en fait, si naturellement l'espéranto est pratiqué par un certain nombre de fonctionnaires européens, d'agents, et qu'ils ont envie de parler en espéranto entre eux, bah, ça pourra devenir la langue dominante. Donc, juridiquement, rien ne s'y oppose et en pratique, c'est tout à fait faisable. Enfin, il y a même un cadre juridique qui est assez favorable en fait, au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas comme en France, par exemple, où dans les administrations françaises, il faut parler français. Enfin, là, pour le coup, il y a une espèce d'obligation. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais dans l'Union européenne, en réalité, il n'y a pas vraiment d'obligation. Donc, pourquoi pas arriver par le lobbying à faire passer l'espéranto. Donc, c'est tout à fait possible. Pour conclure le débat, je voudrais bien parler un peu dans quelle direction le multilinguisme européen va s'évoluer à votre avis? Parce qu'on parle beaucoup par exemple, du Brexit. On pensait qu'après le Brexit, ou certaines personnes pensaient qu'après le Brexit, l'anglais sera affaibli, ce qui n'est pas vraiment visible aujourd'hui. Le Brexit est fait, l'anglais est toujours là, très, 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 très présent. Ensuite, pendant cette présidence française du Conseil de l'Union européenne, on voit que du côté français, il y a un vrai effort qui est fait pour que le français soit plus utilisé. Est-ce que vous voyez que ça se cristallise? Donc peut-être que vous pouvez parler de l'avenir du multilinguisme européen un tout petit peu pour conclure le débat. Oui, Madame Clément-Willis. C'est difficile de lire dans l'avenir. Alors, à mon avis, le lien, il y a eu des questions aussi là-dessus, sur le lien Brexit anglais. Pour moi, le fait que l'anglais demeure, quand bien même le Royaume-Uni est parti, je ne trouve pas ça, je trouve ça plutôt positif parce que justement, ça devient vraiment une langue neutre, hein, une langue de communication neutre. C'est pas porté par, ça soutient pas un pays en particulier. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, il me semble, et ce sera aussi le sens des conclusions du rapport qui va sortir dans quelques semaines, qu'il y a quand même une évolution que l'on peut souhaiter et qui sera, à mon avis, faite sur justement la communication externe. Je pense que là, il y a quand même beaucoup de marge d'évolution. Et pour les raisons que j'ai expliquées, il va falloir fournir des efforts en matière de multilinguisme. Et je pense que la réélection d'Emmanuel Macron, il y a un certain nombre d'éléments politiques qui vont peut-être permettre de favoriser le multilinguisme sur le plan de la communication externe. Concernant la communication interne, franchement, ne travaillant pas au sein des institutions, du coup peut-être que Véronique Rosenkranz pourra nous éclairer, j'ai du mal à voir quelles seront les évolutions. Il y a beaucoup de suggestions très intéressantes dans le rapport Lequen pour essayer de favoriser le multilinguisme au sein des institutions européennes, mais je ne me rends pas compte de la faisabilité de ces recommandations. Lui, il dit pourquoi on ne capitalise pas sur le plurilinguisme des agents européens. Tout le monde est plurilingue et ils parlent tous anglais, alors qu'ils maîtrisent au moins 3 langues. Alors, si je peux intervenir là. Oui, mais ce n'est pas forcément toujours les mêmes langues qu'on maîtrise. Voilà, moi, je parle allemand, ma collègue roumaine ne parle pas allemand, ni ma collègue bulgare, je ne parle pas espagnol, contrairement à elle. Donc, c'est vrai que c'est quand même la langue qu'on maîtrise en général. C'est quasiment, ça fait toujours partie des 2 langues qu'on doit maîtriser en plus de notre langue maternelle. Donc, mais on fait beaucoup d'efforts. Je dirais que le français est très bien représenté au niveau des fonctionnaires. Là, c'est parce que aussi nos 3 lieux de travail, donc Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, évidemment, le français fait partie des langues parlées dans ces pays. Donc, les gens, quand ils s'installent ici, ils sont presque tenus. Moi, je suis à Luxembourg, on est tenus de parler français. Donc, au niveau interne, le français est, je dirais, bien défendu.
Sur le reste, oui, c'est difficile à dire. Moi, je ne vois pas du tout une perte j'envisage pas une perte de vitesse de l'anglais. Ça, non. Ça fait bientôt 20 ans que je travaille ici, donc voilà, je ne vois pas cette perte de vitesse. Moi, ce que j'aimerais bien, enfin voilà, ce que je te disais au début, c'est au moins qu'il y ait un bon anglais, qu'il y ait des textes clairs, et puis sur la communication vers l'extérieur, qui est vraiment la clé. Euh, pour moi, déjà, beaucoup de choses sont faites, sont disponibles dans plusieurs langues. Ça va encore s'accentuer avec encore l'amélioration encore de tout ce qui est technologie. Et on voit, nous, par exemple, on a développé un nouveau service qui est de sous-titrage pour les députés. Lorsqu'ils interviennent, par exemple, en plénière, ils peuvent facilement, après, avoir une version sous-titrée. Donc, s'ils ont parlé anglais, pour être compris par le plus de monde, ils peuvent sous-titrer dans leur langue maternelle ou vice-versa, ou dans n'importe quelle langue. Donc, c'est vraiment par ces choses-là que le multilinguisme va pouvoir continuer vraiment à évoluer. Mais voilà, pour moi, enfin, c'est aussi la prise de connaissance. Le fait que les citoyens soient informés de ce qui se passe aussi par les médias, ce qui est dit sur ce qu'on fait. Et même, je dirais, en France, voilà, on n'en parle pas non plus tous les jours de tout ce qui est fait. Donc, je ne crois pas que c'est seulement quelque chose qui est lié à la langue. C'est aussi le partage de tout ce qui est fait aussi au niveau national. Merci. Merci. Monsieur Hublet, est-ce que vous voulez conclure? Oui, je voulais faire quelques remarques à partir des interventions des interlocuteurs précédents. D'abord, sur la notion de langue neutre, je sais que dans le chat, il y a eu pas mal de réactions sur le fait qu'une langue neutre n'existait pas. Alors, c'est vrai. Je pense qu'en fait, c'est un raccourci de langage qu'on utilise quand on dit langue neutre pour dire langue n'appartenant en propre à aucun des États de l'Union européenne. Je pense que c'est plutôt comme ça que c'est vu, même si évidemment l'officialité de l'anglais en Irlande et à Malte. Mais je pense que c'est dit un peu par raccourci pour dire n'appartient à personne de manière directe, enfin, ce qui serait le cas si, par exemple, le français ou l'allemand était la langue unique. Bon, l'espéranto non plus, par exemple, n'est pas neutre. Hein. L'espéranto est assez difficile à apprendre pour des personnes qui parlent des langues asiatiques. Enfin, disons, sur le plan du vocabulaire, en tout cas, ce n'est pas évident. Après, bien sûr, d'un point de vue grammatical, c'est beaucoup plus simple que la plupart des langues européennes. Mais disons que la notion de neutralité de la langue doit évidemment être toujours un petit peu questionné. Par ailleurs, on a parlé des modèles trilingues qui avaient été proposés aussi, je sais, par le rapport Grain, justement, qui étudiait cette possibilité que chaque Européen apprenne 2 langues parmi 3, dans l'allemand, le français et l'anglais. Alors, bon, évidemment, la difficulté de ce modèle, c'est que déjà, ça exclut les autres langues qui pourraient toujours demander à évidemment être valorisées de manière plus importante, ce qui serait leur plein droit. Par ailleurs, le problème aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a plus de 2 personnes, donc, mettons, je sais pas, on est dans cette salle, il y a 3 personnes, une qui parle français-allemand, une qui parle allemand-anglais, une qui parle anglais-français, ben, on n'a plus de langue commune. Donc, ça pose problème. Et donc, effectivement, ce qui finit par se passer, c'est que ce trilinguisme, il va dégénérer probablement en espèce de monolinguisme plus, où une des langues qui sera plus apprise aura pris toute la force sur les autres. Donc, on en revient au point de départ, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faudrait pour réussir à maintenir un trilinguisme allemand, français, anglais, c'est que tout le monde apprenne les 3 langues, en fait. Évidemment, les coûts de mise en place d'une politique publique de ce type pour que tous les Européens apprennent leur langue maternelle et 3 langues supplémentaires, c'est évidemment a priori complètement irréaliste dans la situation actuelle. Moi, il y a 2 éléments qui me semblent possibles et qui seraient très positifs. D'une part, en termes d'espace public, je pense qu'il y a encore un effort énorme à faire pour avoir des vrais médias européens. C'est quelque chose qui est en germe, qui existe déjà, mais qui nécessiterait vraiment d'être approfondi, et notamment les collaborations entre les journaux de référence des différents pays pour avoir des contenus qui puissent être traduits, etc. C'est quelque chose qui, à mon avis, mériterait nettement d'être développé parce que ça permettrait de créer un vrai espace communicationnel et médiatique qui, pour le moment, existe qu'à la marge, ou disons sur des offres qui sont particulières, type Euronews, Euractiv, etc. Et par ailleurs, à mon avis, il y a aussi un gros effort à faire du point de vue de l'apprentissage des langues des pays voisins. Et si on prend l'exemple français, c'est assez net parce que, par exemple, l'apprentissage de l'italien est vraiment extrêmement limité en France. En fait, énormément de gens apprennent l'espagnol. Quelques personnes apprennent l'allemand. Évidemment, l'anglais est la première langue vivante apprise, mais en réalité, il y a vraiment un déficit de connaissance de l'italien en France et même en France du Sud-Est.
Donc, il y a un travail, à mon avis, formidable à faire sur l'apprentissage des langues des pays voisins, quels que soient ces pays, d'ailleurs. J'ai vu des remarques dans le chat concernant le croate. Il est évident qu'il serait souhaitable qu'en Autriche, qu'en Slovénie, etc., il y ait un apprentissage du croate qui soit nettement plus important, notamment en plus il y a des minorités importantes dans ces zones-là. Donc, la capacité de recréer du lien et de la continuité linguistique est, à mon avis, vraiment essentielle. Un exemple raisonnable qui a été mis en place ces derniers temps, c'est la Frankreich-Politik du département de la région de la Sarre, qui a vraiment essayé d'imposer le français comme étant un petit peu un idiome que tout le monde devrait maîtriser au moins à un niveau minimal. Et ce genre d'initiative pour maintenir un niveau de langue et un vrai multilinguisme est, à mon avis, beaucoup plus porteur que la volonté d'imposer les mêmes langues à tout le monde, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, soit c'est extrêmement coûteux et malgré tout discriminatoire dans la mesure où certaines langues ne seront pas incluses dans le cœur qu'on va parler, soit ça va dévier vers une anglophonie qui ne différera pas tellement de la situation actuelle. Donc, à mon avis, l'espace, disons, d'action raisonnable et souhaitable, c'est vraiment l'accent mis sur l'apprentissage des langues des pays voisins pour que les régions frontalières et un peu au-delà puissent vraiment partager une continuité de communication la possibilité d'avoir un espace médiatique qui puisse renforcer ces liens et devenir de plus en plus multilingue, y compris avec la traduction automatique, y compris avec toutes les innovations auxquelles on peut penser pour mettre tout le monde en réseau. C'est des choses qui sont déjà en germe en réalité, donc c'est surtout une question de volonté politique, mais il n'y a pas d'impossibilité a priori de réaliser ce genre de politique publique à mon sens. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Oui, madame. Mais j'ai bien conscience qu'une langue n'est pas neutre. Hein. C'était un raccourci de langage de ma part. Voilà, mais et il y aurait une réflexion à mener sur le point de savoir justement si cette domination de l'anglais finalement véhicule une certaine culture au détriment d'autres. Enfin, qu'est-ce que ça véhicule finalement? Voilà. Oui, je pense que ça, ce serait une discussion encore à avoir. Donc, je pense qu'on va faire encore plus de débats sur le multilinguisme européen. C'est un sujet qui est très important, qui a plein d'aspects. On en a abordé quelques-uns. Il reste plein de questions ouvertes. Il y a aussi des questions dans le chat qu'on n'a pas pu aborder. Mais je suis très contente de nos discussions. Je pense que c'était très intéressant. Pour ceux qui veulent revoir le débat, il sera en ligne sur notre site à partir de demain en replay. Et merci beaucoup à vous trois d'être venus, de nous avoir apporté votre regard sur le multilinguisme. Je vous souhaite encore une très bonne journée. Et merci beaucoup de la part de la Fondation Robert Schuman. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.